Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Une chanson de moins de 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour bouleverser l'Europe entière. Lorsque les premières notes de « Je t'aime », moi non plus ont retenti, les censeurs se sont dressés, le Vatican a protesté et plusieurs pays ont interdit sa diffusion. Au centre de la tempête, Brigitte Bardot, l'icône absolue du désir, et Serge Gainsbourg, le provocateur génial. Nous sommes à la fin des années 1960. Paris danse entre libération et interdit, entre révolution des mœurs et ombre des traditions. Bardot, déjà sex symbole planétaire, semble tout avoir conquis. Gainsbourg, lui, incarne l'artiste marginal, avide de choquer autant que de séduire. Leur rencontre fut brève, mais leur passion, elle, allait laisser une trace indélébile. Car Je t'aime, moi non plus, n'était pas une simple chanson d'amour, c'était un souffle charnel, un murmure d'alcôve transformé en art sonore, une déclaration scandaleuse qui fit trembler les murs des studios, mais aussi les colonnes des journaux. Plus d'un demi-siècle a passé. Ceux qui ont vécu ce choc s'en souviennent encore comme d'une secousse culturelle. Aujourd'hui, la question demeure, comment une femme, une voix et un soupir ont-ils pu mettre le monde entier à genoux? Et pour comprendre, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé, bien avant que les micros n'enregistrent le scandale. Brigitte Bardot naît dans une famille bourgeoise parisienne, élevée dans une discipline stricte où les convenances dictaient chaque geste. Mais derrière les leçons de piano et les pas de danse imposés par sa mère, une soif brûlante grandissait, celle de briser les chaînes, d'exister au-delà des règles. Très tôt, Bardot découvre que sa beauté peut être une arme, et que son charme lui ouvre des portes interdites. Cette enfance semblait banale, et pourtant, elle portait déjà en germe la tragédie à venir. Dans les années 1960, Brigitte Bardot est devenue bien plus qu'une actrice. Elle était un mythe vivant. Son image illuminait les écrans du monde entier, de « Et Dieu » créa la femme à le mépris, sculptant une silhouette de désir collectif. Les magazines la proclamaient déesse. Les photographes traquaient chacun de ses gestes. Bardot, symbole absolu de la libération féminine, incarnait à elle seule la révolution des mœurs. Pourtant, derrière cette icône se cachait une femme prisonnière. On l'adulait pour ses courbes, on l'idolâtrait pour ses cheveux blonds et ses lèvres pulpeuses, mais on refusait de la voir comme une artiste à part entière. La célébrité lui apportait tout, sauf la paix intérieure. Plus la lumière brillait sur elle, plus l'ombre de la solitude s'épaississait. À l'opposé, Serge Gainsbourg suivait un chemin radicalement différent. Fils d'immigrés russes juifs, il avait grandi dans le Paris des années noires, nourri par le piano de son père, mais miné par un sentiment constant d'infériorité. Son visage marqué, son allure bancale, l'avaient condamné, croyait-il, à rester toujours en marge. Mais là où la beauté lui échappait, l'intelligence et l'audace prenaient le relais. Gainsbourg écrivait des chansons comme des brûlots, mélangeant ironie, poésie et provocation. Ses premiers succès restaient modestes, mais il s'imposait déjà comme l'enfant terrible de la musique française. Chaque mot qu'il posait sur une partition était un défi lancé aux conventions, chaque note un cri de révolte contre le conformisme. Deux trajectoires contraires, et pourtant vouées à se croiser. Bardot représentait l'incarnation d'un rêve collectif, mais cherchait désespérément un sens au-delà du culte de son corps. Gainsbourg, lui, portait le masque du cynisme et de la provocation, mais brûlait d'envie de séduire celle que tous les hommes convoitaient. Quand il croisa enfin son regard, il vit en elle la muse idéale, la preuve éclatante que l'art pouvait sublimer le désir. Pour Bardot, il apparut comme un contrepoint fascinant. Là où elle était piégée par son image, lui offrait la promesse d'une liberté artistique sans limite. Leur rencontre n'allait pas tarder à bousculer l'équilibre fragile de deux univers. Ce n'était plus seulement la star et le chanteur, mais deux âmes perdues, prêtes à se reconnaître dans la déflagration d'un amour interdit. Sous les projecteurs, elle brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. Cette enfance semblait banale. Et pourtant, elle portait déjà en germe la tragédie à venir. Lorsque Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg se rencontrèrent, ce fut comme la collision de deux planètes s'opposer.
Elle, l'astre solaire, adulée par des millions de spectateurs, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait pas choisi, celui de la femme-objet. Lui, l'étoile sombre, marginale méprisée pour sa laideur, mais qui transformait son amertume en étincelle musicale. Entre eux, l'attirance fut immédiate, électrisante. Bardot sortait alors d'une série de relations tumultueuses. Les illusions de ses mariages passés s'étaient effondrées, laissant place à une soif de sincérité, de passion brute. Gainsbourg, lui, cherchait depuis toujours la reconnaissance par les femmes inaccessibles. Conquérir Bardot, c'était vaincre ses propres démons, défier un monde qu'il avait rejeté. Leur liaison débuta dans le secret. À la Madrague, villa de Bardot à Saint-Tropez, ils s'enfermèrent loin des regards, laissant libre cours à une complicité fiévreuse. Elle admirait son esprit brillant, son humour corrosif, cette manière de l'arracher au carcan de son image figée. Lui s'enivrait de sa beauté légendaire qu'il était l'un des rares à pouvoir contempler dans sa vulnérabilité. Les soirées s'étiraient entre verres de vin, éclats de rire et confidences, mais aussi entre silence lourd et désir inavouable. C'est là que naquit l'idée d'une chanson. Gainsbourg voulait écrire pour elle un hymne à l'amour charnel, une œuvre qui ne masquerait rien, qui assumerait le souffle de la passion. Bardot accepta, séduite par l'audace, fascinée par cette promesse d'immortalité musicale. Dans un studio feutré, leurs voix s'entrelacèrent comme deux corps. Chaque soupir, chaque murmure devenait note. Ce n'était plus de la musique, c'était une étreinte transformée en art. Pour Bardot, cette expérience fut à la fois exaltante et dangereuse. Elle savait que sa carrière reposait sur une image fragile, celle d'une muse sensuelle, mais encore tolérée par la morale. Aller plus loin, c'était risquer de basculer dans le scandale irrémédiable. Pour Gainsbourg, au contraire, ce risque était la condition même de la vérité artistique. Il voulait provoquer, choquer, laisser une trace indélébile. Entre eux, le déséquilibre était flagrant. Elle cherchait à se libérer, lui cherchait à brûler les limites. Leur idylle, aussi brève qu'intense, fut vécue comme une parenthèse hors du temps. Bardot oscillait entre désir et peur, Gainsbourg entre exaltation et obsession. Les tabloïds flairaient déjà l'histoire, mais ne pouvaient imaginer jusqu'où elle irait. Car au cœur de cette relation se préparait une bombe culturelle, une chanson qui, une fois révélée, ferait trembler les institutions, diviserait les foules et marquerait à jamais leurs deux destins. Elle croyait avoir trouvé la paix, mais l'histoire ne faisait que commencer. Le jour où Serge Gainsbourg fit écouter l'enregistrement de « Je t'aime », moi non plus à quelques proches, le verdict tomba comme une sentence. Jamais la France n'avait entendu quelque chose d'aussi cru, d'aussi sulfureux. La chanson n'était pas seulement suggestive, elle imitait l'acte d'amour lui-même. Les soupirs de Bardot, ses murmures haletants, répondaient à la voix grave de Gainsbourg dans un dialogue charnel sans précédent. Dans le studio, c'était une expérience intime, presque ludique. Mais, à l'extérieur, ce serait un scandale planétaire. Les premiers exemplaires vinrent à circuler, et la presse s'empara de l'affaire. La bande interdite titra un journal « Une obscénité déguisée en chanson ». Très vite, la rumeur enfla. Brigitte Bardot, l'idole de la jeunesse, avait prêté sa voix à un hymne érotique. La réaction fut immédiate et violente. Des associations catholiques dénoncèrent un attentat moral. Le Vatican, par la voix du pape Paul VI, condamna ouvertement la chanson comme une offense à la dignité humaine. En Italie, en Espagne, en Pologne, les autorités interdirent sa diffusion à la radio. Même en Angleterre, pourtant habitués aux audaces des Rolling Stones, certains programmateurs jugèrent l'œuvre insoutenable. Chaque pays semblait dresser ses barrières, mais plus la censure se multipliait, plus la curiosité explosait. Les disquaires, assaillis de demandes, devaient parfois vendre l'enregistrement sous le manteau. Ce qui était défendu devenait immédiatement désirable. La chanson prit une dimension quasi clandestine, circulant comme un secret brûlant que chacun voulait posséder. Pour Bardot, l'affaire devint insupportable. Elle comprit que cette diffusion incontrôlée risquait de briser son image déjà fragile. Derrière son apparence de femme libre,
Elle demeurait prisonnière d'un équilibre précaire entre audace et respectabilité. Dans le regard de l'opinion, elle passait désormais de muse glamour à prêtresse de la débauche. Elle demanda à Gainsbourg de retirer la version originale, de ne pas la publier. Lui, dévasté, obtempéra, du moins en apparence. Car Serge n'abandonna jamais son projet. Blessé par ce qu'il considérait comme un renoncement, il décida de réenregistrer la chanson avec une autre compagne, Jane Birkin. Ce fut ce duo qui entra dans l'histoire, atteignant les sommets des charts européens, tandis que la version Bardot restait enfermée dans les tiroirs, comme un fantôme interdit. Mais tout le monde savait qu'elle existait. Et cette ombre suffisait à entretenir la légende. Le contraste était saisissant. D'un côté, les autorités fulminaient, les évêques dénonçaient, les députés s'indignaient. De l'autre, la jeunesse écoutait en secret, fascinée par cette audace sonore qui traduisait leurs propres désirs refoulés. En l'espace de quelques semaines, « Je t'aime, moi non plus » n'était plus une simple chanson. Elle devenait un champ de bataille idéologique, opposant tradition et modernité, morale et liberté. La presse étrangère en fit un symbole de la décadence française. Quand la République du plaisir étouffe sous ses soupirs, écrivait un quotidien britannique. Les débats enflammés à la télévision transformaient Bardot en accusé public, tandis que Gainsbourg savourait, derrière sa cigarette, le triomphe paradoxal d'un artiste qui avait enfin trouvé le scandale à sa mesure. Pour Bardot, cependant, l'onde de choc avait un prix. Elle voyait ses films éclipsés par le vacarme médiatique. Chaque interview revenait à cette chanson maudite. Chaque regard la ramenait à ce rôle d'amante éternelle qu'elle n'avait jamais choisi. Le scandale, qui devait être une parenthèse, devint une marque indélébile. Elle aurait voulu tourner la page, mais les pages des journaux se chargeaient de la poursuivre. Cette tempête ne se calma pas en un jour. Elle dura des mois, imposant à Bardot une exposition médiatique plus violente que jamais. Et dans ce tumulte, une vérité s'imposait. La star la plus adulée de France était désormais l'héroïne d'un scandale sexuel mondial, piégée entre fascination et répulsion. On pensait que tout s'était terminé ce soir-là, mais le tumulte ne faisait que grandir. Le scandale de « Je t'aime », moi non plus, avait explosé comme une bombe, mais ces éclats allaient marquer durablement les deux protagonistes. Pour Brigitte Bardot, ce fut une blessure intime, un rappel brutal qu'elle n'était pas maîtresse de son image. Depuis ses débuts, on l'avait enfermée dans le rôle de sex-symbole. Avec cette chanson, ce carcan devint une prison. Dans les interviews, les questions ne portaient plus sur son talent d'actrice, ni sur ses choix de carrière, mais sur ce souffle interdit qui résonnait encore aux oreilles du monde entier. Elle rêvait d'être reconnue comme une artiste complète, mais l'opinion la réduisait à une incarnation sonore du désir. Elle tenta d'échapper à cette étiquette. Sur les plateaux, elle montrait une fragilité nouvelle, une volonté de se tourner vers des rôles plus profonds, plus exigeants. Mais le public n'y voyait qu'une contradiction. Bardot voulait se libérer de son image, tandis que chacun réclamait au contraire qu'elle continue de la nourrir. L'écart entre son être intime et son reflet médiatique devint un gouffre. Elle en souffrit, sombrant dans des moments de désespoir où elle envisagea plus d'une fois de mettre fin à sa carrière et même à sa vie. Pour Gainsbourg, en revanche, le scandale eut l'effet inverse. Il l'érigea en génie maudit. Soudain, son nom résonnait bien au-delà du cercle restreint de la chanson française. Il devenait l'icône de la provocation artistique, celui qui osait dire l'indicible, chanter l'inchantable. Lorsque la version avec Jane Birkin sortit, elle connut un succès retentissant. Ce qui avait détruit l'image de Bardot propulsa Gainsbourg sur le devant de la scène internationale. Il avait trouvé sa voie, celle d'un artiste qui faisait du scandale une arme créative. Mais ce triomphe était teinté d'amertume. Pour lui, la vraie version restait celle avec Bardot. Elle incarnait la muse absolue, la passion première. Birkin ne fut qu'une solution de rechange, certes éclatante, mais qui n'effaçait pas la blessure initiale, celle d'avoir été abandonné par celle qu'il voulait élever au rang d'immortalité musicale. Dans la société, la chanson demeurait une cicatrice ouverte. Les conservateurs y voyaient le signe d'une décadence irréversible, tandis que la jeunesse l'adoptait comme un manifeste
pour la liberté sexuelle. Des décennies plus tard, elle serait encore citée comme l'une des œuvres les plus scandaleuses du XXe siècle, preuve que la déflagration avait dépassé son époque. Pour Bardot, cette cicatrice devint une entrave. Chaque combat qu'elle mena par la suite, qu'il s'agisse de défense des animaux ou de prise de position politique, fut interprété à travers le prisme de ce passé sulfureux. Elle voulait tourner la page, mais la page collait à sa peau. Même lorsqu'elle quitta le cinéma en 1973, le fantôme de « Je t'aime », moi non plus la suivit. Les journaux continuaient de lui rappeler ce souffle interdit, comme si toute sa carrière se résumait à un soupir. Cette asymétrie entre Bardot et Gainsbourg illustre cruellement la différence de traitement entre hommes et femmes. Lui avait fait de l'audace une victoire, elle en avait récolté la honte. Lui était célébrée pour avoir transgressé, elle était condamnée pour avoir osé participer. Dans le regard du monde, la muse payait toujours le prix le plus lourd. Et pourtant, malgré la douleur, malgré l'injustice, ce scandale cimenta une vérité. Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg, l'espace d'une chanson, avaient redessiné les frontières de l'art et du désir. Ils avaient ouvert une brèche qui ne se refermerait jamais tout à fait. Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard continuait de raviver la plaie. Plus d'un demi-siècle a passé, et pourtant Je t'aime, moi non plus continue de hanter la mémoire collective. Pour certains, c'est la bande-son d'une époque révolue, l'éveil d'une jeunesse qui découvrait que l'amour pouvait s'exprimer sans phare. Pour d'autres, c'est toujours une provocation insoutenable, une blessure faite aux convenances. Mais dans tous les cas, la chanson est devenue un repère, une frontière franchie à jamais. Brigitte Bardot, en dépit de ses regrets, en dépit de ses silences, reste liée à ce souffle interdit. Son image d'icône sexuelle s'est figée dans le temps, éclipsant parfois la richesse de sa carrière. Elle voulait être libre, mais cette liberté fut confisquée par le regard du monde. Aujourd'hui encore, son nom évoque autant la beauté que la controverse, preuve que sa destinée fut scellée par cette œuvre unique. Serge Gainsbourg, lui, bâtit sa légende sur cette audace. Chaque provocation future, chaque scandale soigneusement orchestré, portait la trace de ce premier coup de tonnerre. Il comprit que la transgression pouvait devenir art, et que l'art, à son tour, pouvait devenir arme. À travers cette chanson, il gagna une place dans le panthéon des créateurs qui n'ont jamais eu peur de déranger. Leur duo, même avorté, laisse derrière lui une énigme fascinante. Pourquoi une simple chanson d'amour a-t-elle pu faire trembler tant d'institutions? Était-ce la preuve que l'art a le pouvoir de renverser des murs invisibles? Ou bien la démonstration cruelle que la société n'est jamais prête à regarder en face son propre désir? Ce qui est certain, c'est que Je t'aime, moi non plus a scellé à jamais le destin de deux êtres, la muse devenue prisonnière de son image et l'artiste devenu immortel par le scandale. Une chanson, un soupir et toute une vie marquée à jamais.